les babouins osent défier n'importe quel prédateur de la savane. En quelques instants, qu'est-ce qui, dans le cerveau de ces primates, les rend si téméraires que même la savane retient son souffle? Le cerveau du babouin? Pourquoi ose-t-il défier d'impitoyables prédateurs? Avant même que l'aube ne pointe le bout de son nez, la savane orientale du Serengeti s'éveille à des sons incomparables. De la vallée de Maruta, le vent porte l'odeur douceâtre et âcre de la chasse nocturne, mêlée au bruit des sabots des antilopes martelant le sol, au rire rauque des hyènes dans l'obscurité et au battement d'ailes des vautours se disputant les meilleures places sur les hautes branches. L'immensité se déploie comme un champ de bataille sans fin, où les premières lueurs du jour n'offrent aucun refuge, mais ne font que révéler les innombrables prédateurs tapis sous l'herbe dorée. Ici, aucun répit n'est permis à aucune créature, fuir, combattre ou disparaître sont les trois seules options. Au cœur de cette terre aride, une troupe de babouins avançait le long de la crête rocheuse et craquelée de la vallée. Pas un pas hésitant, pas un bruit superflu. La troupe, forte de plus d'une centaine de babouins, glissait sur le sol sec et dur comme un fleuve vigilant de fourrure grise. Tagu ouvrait la marche, son corps robuste et balafré, ses épaules dressées comme un avertissement silencieux. Il n'était pas le plus imposant, mais le moindre hochement de tête, le moindre regard de sa part suffisait à faire ajuster le rythme de toute la troupe. Les femelles serraient leurs petits contre elles, les yeux scrutant sans cesse les alentours, s'efforçant de maintenir une respiration régulière malgré le vent chargé de l'odeur de ceux qui n'étaient pas partis depuis la nuit précédente. Les jeunes mâles, à l'arrière, ne pouvaient dissimuler leur impatience, chaque pas était empreint de force, comme s'ils guettaient la moindre proie pour bondir. Perchés sur le dos de leur mère, les jeunes babouins s'accrochaient fermement, les yeux grands ouverts, fixant la savane comme un monde prêt à les dévorer au moindre bruit. Le sol craquait, une fine couche de poussière rouge collait à leurs pieds, mais la meute continuait d'avancer, chaque pas tendu comme la corde d'un arc à son maximum. Ils connaissaient trop bien les règles de cet endroit, une seule seconde d'hésitation, un faux pas, une respiration légèrement désaccordée, et il suffisait d'une seule seconde pour qu'une vie minuscule disparaisse dans les buissons. Et alors que le vent changeait de direction, apportant une nouvelle odeur, plus lourde, plus âcre, salée, comme si quelqu'un venait de déchirer l'obscurité devant eux, Tagu s'arrêta. Son souffle se coupa. La meute derrière lui retint aussitôt le sien. Quelque chose approchait. Et la savane venait de devenir encore plus terrifiante.
Tagu les vit avant même que la meute n'ait pu tourner la tête. Trois hyènes se profilaient au bord de l'affleurement rocheux, leurs yeux jaunes ternes fixés sur la carcasse d'un impala que les babouins venaient de traîner hors des buissons. Elles ne chargèrent pas immédiatement. Ils avancèrent à petits pas furtifs et bas, comme persuadés que personne dans la savane n'oserait se mettre en travers de leur chemin. Tagu laissa échapper un grondement sourd, si profond que le sol trembla légèrement sous ses pattes. Les femelles tirèrent aussitôt leurs petits derrière elles. La meute retint son souffle, attendant que l'hyène s'arrête. Les sabots de l'hyène martelèrent le sol comme des coups de marteau. L'une d'elles bondit en avant, gueule grande ouverte, prête à arracher la proie encore chaude des mains du babouin. Une bouchée de plus et la proie avait disparu, et toute la meute de babouins se retrouverait face aux mâchoires les plus puissantes de la savane. Mais cette fois, ce furent les babouins qui prirent l'initiative. Tagu chargea le premier. Sans cri, sans bousculade dans les hautes herbes. Il se jeta sur elle comme une flèche fendant le sol. Telle une tempête de fourrure grise, il poussa un cri assourdissant, semblable à un fracas de pierre. Et c'est cette surprise qui immobilisa les hyènes. Elles n'avaient jamais vu un babouin protéger sa proie, et ce n'était pas leur prédateur de prédilection. La hyène changea de direction, mais Tagu ne lui laissa pas le temps de réagir. Elle bondit, balançant ses bras comme pour lacérer le visage du voleur. La hyène riposta, mais l'attaque du babouin fut si inattendue qu'elle tomba, recula d'un pas, puis se retourna et s'enfuit. Les deux autres se dispersèrent également dans le sens du vent, se transformant en trois faibles traînées de poussière jaune qui disparurent dans les hautes herbes. Le babouin avait gagné. Non par la force, mais par une férocité qui dissuada la hyène de retenter sa chance. Tagu se tenait au milieu des rochers, ses épaules se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration, les yeux rivés sur les buissons qui se refermaient derrière la hyène en fuite. Personne dans la troupe ne disait mot. Ils étaient tous témoins d'un événement rare dans la savane, un petit primate capable de contraindre une hyène, triomphante devant une carcasse, à battre en retraite. Et la question jaillit, tranchante comme une lance. Si les babouins osaient poursuivre les hyènes pour protéger leur proie. Alors cette espèce craignait-elle le moindre prédateur? L'ombre de la hyène avait à peine disparu dans les buissons que la savane retenait encore son souffle. Toute la troupe de babouins restait sur la défensive, comme s'ils attendaient une seconde attaque qui, ils le savaient, pouvait survenir à tout instant.
Le cœur de certains jeunes battait encore si fort qu'on aurait dit de petits coups dans leur fourrure. Mais Tagu, lui, ne laissait rien paraître. Il conserva sa posture d'attaque, les mains au sol, les épaules larges, le souffle court comme s'il s'apprêtait à lancer une nouvelle charge. Dans son regard, aucune trace de satisfaction d'avoir repoussé la hyène, ni de la vigilance habituelle après chaque rencontre, seulement une concentration froide et si intense que les jeunes mâles derrière lui se turent. Ce silence étrange fut la première conséquence. Les babouins ne se contentaient pas de protéger leur proie. Ils avaient franchi une limite invisible. Ils prouvèrent que les hyènes, considérées par de nombreuses espèces comme le cauchemar de la savane, pouvaient aussi être repoussées si nécessaire. Et cela révéla une autre vérité que peu soupçonnaient. Les babouins comprenaient les faiblesses du prédateur mieux que le prédateur lui-même. Ils savaient que les hyènes étaient facilement désorientées lorsqu'elles étaient seules et attaquées en groupe. Ils savaient que les hyènes détestaient les charges frontales, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elles étaient habituées à dominer, et non à être opprimées. C'est ce qui rendait les babouins dangereux dans la savane. Ils n'étaient pas les plus forts, ni les plus rapides. Mais ils pouvaient lire dans les pensées du prédateur comme aucun autre animal. Les premiers bruits provenaient du sol, de fines vibrations régulières, comme un cœur qui battait de plus en plus fort sous la savane. Puis le troupeau d'antilopes surgit à la lumière, leurs corps élancés tremblant légèrement à chaque rafale de vent. Ils exhalaient cette odeur caractéristique de malaise, un mélange de sueur, d'herbes fraîches et d'une méfiance ancestrale qui imprégnait chacun de leurs pas. Tagu jeta un coup d'œil aux babouins. Sans avoir envie de viande d'antilope, mais il comprenait ce qui faisait trembler le troupeau. Dans les hautes herbes, une ombre dorée se déplaçait comme l'eau. Un léopard. Pas un seul brin d'herbe ne tremblait outre mesure. Pas une seule respiration n'était gaspillée. Le corps était plaqué au sol, chaque muscle tendu comme une corde prête à se rompre. Les léopards ne chassent pas par la force, ils chassent par l'instinct. Ils lisaient la respiration de l'antilope, mesuraient la distance entre leurs enjambées, guettaient le moindre changement dans le rythme du vent. Il repéra la plus petite et la plus faible des antilopes, légèrement à l'écart du troupeau. Et à cet instant précis, ses yeux changèrent de couleur, passant du jaune pâle au jaune foncé et profond de l'instinct de prédation. Tagu perçut cet instant.
insidieusement. Non pas avec ses yeux, mais grâce à un instinct de babouin encore plus ancestral, pressentir le mouvement d'un prédateur prêt à ôter une vie. Le rythme de la respiration du léopard changea. Dans une demi-seconde, il allait bondir. Et la savane retomberait dans un silence terrifiant. Tagu arque le dos, les épaules raides comme deux dalles de pierre sur le point de s'effondrer. Les babouins derrière lui sentirent le changement avant même qu'il n'émette un son, la tension de ses poils hérissés, le léger tremblement du sol, les battements de cœur de Tagu qui résonnaient dans l'air. Puis il laissa échapper un sifflement. Pas l'alarme habituelle des babouins. C'était le cri d'une meute refusant de voir une autre vie s'éteindre sous leurs yeux. Un sifflement profond et lourd jaillit de son ventre et déchira l'air comme une lame acérée. Les antilopes se dispersèrent et s'enfuirent. La savane se brisa dans un tourbillon de pas, de poussière et de halètement. La charge parfaite du léopard manqua sa cible d'un seul souffle. Son corps s'immobilisa dans l'herbe, raide comme une flèche tendue juste avant de quitter la corde de l'arc. Le léopard tourna la tête. Son regard croisa celui de Tagu, un regard qui n'était pas simplement dirigé vers un intrus. Il fixait une créature qui osait s'interposer entre elle et ses instincts de prédateur. Ses yeux dorés se plissèrent, et dans ses fentes étroites se lisait une émotion rarement montrée par les léopards, un mélange d'envie et de colère. Tagu le regarda en retour. Sans cligner des yeux. Sans reculer. Dans ses yeux, il lisait une toute autre émotion, une sensation d'oppression, comme si la perte précédente persistait dans sa poitrine, et qu'il ne laisserait pas une autre vie tomber sous ses yeux. Les babouins derrière Tagu se levèrent simultanément. Non pas pour défier le léopard. Mais parce qu'ils sentirent le souffle de Tagu passer de la colère à quelque chose qui ressemblait à la protection. Ce souffle se répandit dans toute la formation comme un ordre silencieux. Le léopard laissa échapper un grognement sourd, un grognement étouffé dans sa gorge, comme s'il ne voulait pas que les babouins entendent toute l'étendue de son mécontentement. Il se détourna, disparaissant dans l'herbe, mais le dernier coup de sa queue sur le sol fut légèrement plus vigoureux que d'habitude, signe d'un ennemi réveillé. La savane resta silencieuse quelques instants. Tagu demeura immobile,
sa respiration régulière mais sans tremblement. Il le savait, la hyène pourrait ne pas s'en apercevoir. Mais le léopard, lui, ne le ferait pas. Ce sentiment n'était pas qu'une simple prémonition. C'était l'avertissement de la savane à toute espèce qui oserait s'interposer entre le chasseur et sa proie. Le babouin venait de transpercer la poitrine d'un nouvel ennemi. Un ennemi qui ne riait pas, qui n'était pas chaotique, mais précis, silencieux et d'une patience infinie. Une interruption de la chasse était inutile. Mais pour que le léopard s'en souvienne, il n'en fallut qu'une. Et à partir de ce moment, la savane ne fut plus le domaine du chasseur. L'endroit devint un lieu où le babouin, espèce non chasseuse, se trouva un ennemi plus féroce que la hyène, le léopard offensé. Le léopard venait de disparaître derrière les hautes herbes, et la savane sombra dans un silence pesant. Non pas la paix, mais la tension persistante du sifflement que Tagu venait de laisser échapper. Les babouins percevaient ces émotions aussi clairement que leur propre respiration, colère, attitude défensive et une perte encore vive depuis le matin. Le léopard avait battu en retraite, mais son dernier regard fit frissonner nombre de babouins. Il n'avait pas peur de l'obscurité, mais il savait que la haine du léopard ne s'éteindrait pas facilement. Le vent tourna. Une nouvelle odeur flotta dans l'air. Tagu tourna aussitôt la tête. Les jeunes mâles se levèrent d'un bond, les oreilles dressées. Ils n'avaient pas besoin de voir pour le savoir. Des chiens sauvages. Pas seuls. Pas par hasard. Une meute se rapprochait, poussée par le vent, telle une lance invisible. Le rythme de la savane changea. Tagu prit une profonde inspiration, celle de quelqu'un qui savait que le prochain combat était inévitable. Le premier son ne fut pas un rugissement, mais le sol qui tremblait à chaque pas rapide, régulier et froid, comme le rythme des tambours de guerre. 14 lycaons, minces et trapus, émergèrent de la lisière des buissons, les oreilles dressées comme des lames noires pointées vers les babouins. Ils ne hurlèrent pas, ils ne menacèrent pas. Ils attaquèrent dans le silence absolu d'une espèce qui savait qu'une véritable tempête se préparait. Tagu se tenait devant la meute, les épaules redressées, les yeux plissés. Il n'avait pas peur. Mais il savait que derrière lui se trouvaient plus d'une centaine de vies, des femelles tremblantes,
des petits blottis contre le ventre de leur mère et de jeunes mâles agités à la fois par le désir de charger et par la crainte qu'un seul pas en arrière ne brise leur formation. Au moment où les deux meutes se sont regardées, la savane sembla se rétrécir. Plus un souffle de vent, plus un chant d'oiseaux, seulement le souffle rauque de deux espèces prêtes à s'affronter. Les lycaons chargèrent. Une courbe parfaite, elle déployait pour piéger les babouins au centre. Leur vitesse tranchait le sol en longues et fines lignes. Leurs mâchoires, blanches, acérées, presque luisantes au soleil, étaient ouvertes. Les babouins ne réagirent pas avec férocité, mais avec la profonde colère née de la perte de leur petit le matin même, de l'interruption de leur chasse à midi et du sentiment d'être encerclés depuis le matin. Cette colère se concentra et explosa en un cri perçant qui déchira la poussière rouge, un cri qui figea même les lycaons un instant. Et alors, le combat éclata. Les deux meutes s'entremêlèrent dans un tourbillon de cris, de hurlements et du bruit de la terre griffée. Il n'y avait plus de distinction entre prédateurs et omnivores, seulement l'instinct primaire, protéger leur meute à tout prix. Les lycaons, habitués à attaquer des proies qui couraient droit devant eux, n'étaient pas préparés à affronter un ennemi fonçant sur eux comme une tempête venant de la direction opposée. Ils battirent en retraite. Très rapidement. Tout à coup, brutalement. Mais pas dans le chaos, ils battirent en retraite en formation serrée et intelligente, visiblement pris par surprise. Le tourbillon se dissipa peu à peu. La poussière rouge retombait lentement, lourdement, comme les cendres après un incendie de forêt. Tagu se tenait au milieu de la terre tourbillonnante, le dos ruisselant de sueur et de sang. Le dernier lycaon disparut dans la poussière, mais son long regard noir et fixe, avant de se détourner, glaça le sang des babouins. Les babouins survécurent. Mais la savane n'accorde jamais de victoire totale. L'odeur des léopards persistait dans le vent. Et les lycaons battirent en retraite non pas parce qu'ils avaient perdu, mais parce qu'ils reviendraient. Si vous pensez que le combat d'aujourd'hui fut la limite des babouins, vous serez surpris. Car dans l'obscurité de la savane, les léopards guettaient encore, attendant le moment où Tagu faiblirait, même d'un seul souffle. Et lorsque l'ennemi reviendrait, les babouins auraient-ils encore la force de résister, ou deviendraient-ils la prochaine proie? Ne manquez pas la suite. Abonnez-vous à la chaîne,
activez les notifications et préparez-vous pour le prochain épisode, où la savane dévoile ses secrets les plus cruels. Là où des règles anciennes et cruelles prévalent encore. Une règle gravée dans les crocs et le venin. Face à l'intrépide, qui sera celui qui succombera? Tanzanie. La lutte acharnée pour la survie face aux prédateurs. Située en Afrique de l'Est, la Tanzanie est comme un livre géant vivant, où chaque page est une histoire de survie. Les vastes étendues de savane, entrecoupées de forêts clairsemées et de berges sinueuses, ont créé un cadre naturel propice à la coexistence d'innombrables espèces. Dans de nombreuses régions de Tanzanie, notamment en bordure de savane et sur les rives des rivières, on trouve des groupes d'espèces comptant un grand nombre d'individus. Au milieu de cette diversité se trouve une communauté petite mais dynamique. Les mangoustes. Maîtres dans l'art de la survie. Dans ce monde chaotique, l'unité est leur arme ultime. Chaque membre a un rôle bien défini. C'est cette intelligence collective et ces liens sociaux étroits qui leur permettent de rêver d'objectifs bien plus grands que leur propre stature. Au loin, quelques autruches se dressent fièrement au milieu du terrain. C'est leur saison de reproduction et d'incubation. Il y a quelques jours à peine, des œufs gros comme la main humaine ont été pondus, nichés dans le sable. Les mangoustes se nourrissent naturellement de diverses espèces, allant des insectes aux reptiles, en passant par des choses inattendues comme les œufs d'oiseaux. Et aujourd'hui, leur cible est un trésor, des œufs d'autruche géants. Une tâche qui exige une coordination parfaite. La mangouste, au corps menu, au dos couvert d'une fourrure rayée gris-brun caractéristique et aux yeux noirs brillants, s'est doucement laissée tomber dans l'herbe. Elle se fie à son odorat aiguisé pour trouver l'odeur caractéristique du repas. Une à une, elles s'approchent, se déplaçant lentement comme des ombres, attendant le moment où la mère autruche quittera le nid. Les autruches sont encore occupées à chercher de la nourriture au loin, apparemment inconscientes. L'atmosphère est tendue, les mangoustes doivent toujours observer.
Une mangouste se précipite hardiment vers son nid. Le succès est à portée de main. Mais ils ont commis une erreur. La mère autruche est de retour. Le festin est hors de portée. Dans l'herbe, les yeux des mangoustes brillent de regret, se retirant discrètement dans leur cachette, attendant une nouvelle occasion. Les mangoustes se reproduisent généralement pendant la saison des pluies, lorsque la nourriture est la plus abondante. Toute la troupe s'occupe des poussins ensemble. Les poussins naissent dans des terriers creusés profondément sous terre. Après environ 2 semaines, ils apprennent rapidement à chercher de la nourriture grâce aux conseils des adultes. Mais dans la savane, la vie ne se résume pas seulement à trouver de la nourriture, mais aussi à éviter les dangereux prédateurs. Et pour la mangouste, l'un de ses adversaires les plus redoutables est le cobra. Devant, un cobra rampe vers ce côté. Son corps est long et élancé, chaque muscle est flexible sous ses écailles lisses cuivrées et brun foncé. Lorsqu'il perçoit une menace, son cou se dilate en une forme de calotte caractéristique, à la fois pour menacer et protéger la tête. Ses yeux noirs profonds, tels des perles, ne clignent pas, s'accrochant fermement à l'adversaire, tandis que sa langue fourchue est constamment tirée pour sonder l'air, captant la moindre particule odorante afin de la localiser. Les cobras sont des maîtres de l'embuscade. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures, attendant une seule attaque. Leur arme la plus puissante est la neurotoxine, un composé capable de paralyser le corps de leur proie. Pour la mangouste, sa capacité à résister au venin lui permet de transformer les serpents en proie. Mais pour le cobra, la mangouste est un ennemi implacable. La mangouste s'abaissa, avançant chaque pas avec légèreté, ses pattes fermement agrippées au sol. Ses yeux suivaient chaque vibration de l'herbe devant elle.
De l'autre côté, le cobra leva lentement l'avant de son corps, le cou écarté comme un bouclier, la langue constamment tirée pour goûter. Soudain, le cobra bondit en avant. La lutte ne dura que quelques minutes, avant que le corps du serpent ne s'affaisse et ne s'immobilise. La mangouste transforma son ennemi en un véritable repas. But on this harsh land, even when the meal had just ended, somewhere other sounds were heard. Signaling a completely different appearance, dangerous in its own way. From the edge of the savannah, where tall black shadows were slowly moving, plusieurs autruches cherchaient leur nourriture à découvert. Le plus grand oiseau du monde, mesurant près de 3 mètres de haut, pesant plus de 100 kg, possède de longues pattes lui permettant de parcourir près de 5 mètres d'un coup. Les muscles de ses cuisses, aussi imposants que des piliers, lui permettent d'atteindre des vitesses de plus de 70 km/h. C'est une arme de survie. C'est maintenant la saison sèche, qui est aussi la saison de reproduction des autruches. Auparavant, pendant la période de reproduction, les mâles choisissent un terrain découvert, piétinent l'herbe et le sable pour y construire un nid. Ils étirent leur cou, déploient leurs grandes ailes et exécutent des danses éclatantes, affichant leur force et déployant leurs plus belles plumes pour attirer les femelles. La femelle se tient à quelques mètres de là, observant silencieusement. Conquise par la souplesse et la force du mâle, elle se rapproche et tous deux exécutent une danse en couple. Signe de la formation d'un lien. Après l'accouplement, la femelle entame la période de ponte. Elle continue à chercher de la nourriture pour accumuler de l'énergie, se préparant à pondre des œufs géants, pesant chacun plus d'1 kilo et capable de subvenir aux besoins d'une petite famille dans la nature s'ils sont pris par d'autres.
Le moment venu, les œufs sont pondus dans un nid de sable, et le mâle et la femelle se relaient pour les couver. La plupart des autruches se nourrissent de graines, de jeunes herbes, de feuilles, de jeunes pousses et de fruits sauvages juteux. Il leur arrive aussi d'avaler des sauterelles et des coléoptères. Un matin, lorsque le soleil de la savane est plus doux, les autruches se dispersent à nouveau pour chercher de la nourriture, leurs yeux scrutant constamment les alentours à la recherche d'un danger. Mais la savane n'est jamais un lieu de sécurité absolue. Alors qu'elles errent dans l'espace ouvert, elles ignorent qu'à l'autre bout, une paire d'yeux jaunes observe chacun de leurs mouvements. Le pelage jaune tacheté de noir du guépard n'est pas un costume, mais une cape d'invisibilité. Guépard. Leur vie est une succession d'activités solitaires. La saison de reproduction des guépards n'est pas fixe. En Tanzanie, lorsque les proies sont abondantes et que le temps est favorable, les couples de guépards entrent en période d'accouplement. Les mâles, généralement solitaires ou en groupe de frères, patrouillent leur territoire, marquant leur territoire de leur odeur et rugissant pour attirer les femelles. L'accouplement a lieu plusieurs fois, mais après cela, le mâle s'en va, laissant la femelle seule pour le reste. Les femelles guépards sont gestantes pendant environ 3 mois. Chaque portée compte généralement de 2 à 6 petits, au pelage gris et lisse, avec une bande argentée sur le dos pour faciliter le camouflage. Pendant les premières semaines, la mère reste près d'elle pour la protéger, et ce n'est qu'entre 18 et 24 mois que le bébé quitte sa mère pour vivre de manière indépendante. Il y a 3 guépards. Est le prédateur le plus rapide de la planète, capable d'atteindre plus de 90 km/h en quelques secondes seulement. Normalement, les guépards chassent seuls, surtout les femelles adultes. Ils préfèrent cibler des proies de taille moyenne comme les gazelles de Thomson, les petites gazelles, les lièvres ou les oiseaux terrestres. Avec leurs corps élancés et leur endurance limitée, les guépards choisissent rarement des cibles beaucoup plus grandes qu'eux. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'est plus seul. Devant eux, au milieu de l'espace ouvert, une autruche adulte est occupée à chercher de la nourriture. Pesant plus de 100 kg, l'autruche peut donner un coup de pied mortel. Cette proie est une proie dont même les prédateurs les plus tenaces doivent se méfier.
Les yeux dorés des guépards suivaient toujours ses moindres mouvements. Il s'abaissait, les quatre pattes repliées, glissant silencieusement dans l'herbe jaune brûlée par le soleil. Leurs yeux rivés sur la brèche avec leur proie, chaque pas calculant la direction du vent. Les autruches continuaient de baisser la tête pour picorer l'herbe, leurs yeux scrutant le paysage, sans encore apercevoir l'ombre du prédateur. L'air était tendu comme une corde. Soudain, elles chargèrent. La chasse fut vite terminée, grâce à la force de leur équipe, elles transformèrent le géant le plus rapide de la savane en un festin somptueux. Une récompense digne d'une coordination parfaite. Mais la savane ne s'arrêtait jamais. Une fois la faim apaisée, le rythme de vie s'animait d'une toute autre manière. Le soleil se couche progressivement, la lumière dorée se répandant sur les prairies tanzaniennes. Dans une autre région de Tanzanie, la vie résonne à un rythme totalement différent. Le bruit des sabots des chevaux est rapide, les hennissements résonnent dans le vent. Au loin, une mer de rayures noires et blanches se déplace comme des vagues vivantes. Les zèbres sont des espèces nomades de la savane. Ils effectuent un voyage migratoire de plusieurs centaines de kilomètres à la recherche de nouveaux pâturages. Ils se déplacent en troupeaux, parfois jusqu'à des milliers d'individus, se mêlant aux troupeaux d'antilopes et de buffles sauvages pour augmenter leurs chances de survie. Les rayures noires et blanches sur leur corps ne sont pas seulement un signe d'identification individuelle, mais créent également un effet visuel qui déroute les prédateurs lorsque le troupeau se déplace ensemble. Mais la route vers de nouvelles terres ne se limite pas aux prairies et aux buissons épineux. Devant eux, une large rivière sinueuse. L'eau du fleuve est trouble, en contrebas se trouvent les prédateurs les plus silencieux d'Afrique. Le crocodile du Nil.
longues mâchoires et dents acérées se cachaient, attendant l'arrivée des zèbres. Le chef s'arrêta près de la berge, les oreilles dressées, le regard scrutant l'eau rapidement. Tout le troupeau se tenait derrière, l'hésitation donnant l'impression que l'eau était immobile. Un chef courageux descendit le premier, rompant le silence. Tout le troupeau se précipita à sa suite, au son de l'eau, des sabots martelant la rivière. Mais au milieu de la rivière, l'ombre sombre sous l'eau commença à bouger. Le crocodile est le plus grand reptile d'Afrique. Mesurant plus de 5 mètres de long, ses écailles sombres tachetées de jaune lui permettent de se fondre presque dans l'eau trouble. Soudain, un crocodile bondit et mordit avec précision. Il fut tiré vers le bas en un éclair, la surface de l'eau ne mit qu'un instant à retrouver son calme, une écume blanche se répandant. La migration doit se poursuivre, et sous l'eau, d'autres mâchoires attendent toujours. Les zèbres migrent selon les saisons, le voyage peut durer des centaines de kilomètres pour trouver de l'herbe fraîche et des sources d'eau abondantes. Ils se déplacent souvent avec des troupeaux d'antilopes et de buffles sauvages, formant une migration géante. Non seulement cela augmente les chances de survie, mais cela empêche également les prédateurs de se concentrer sur une seule cible. La victoire du crocodile du Nil n'est pas un hasard, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Ce reptile est un omnivore opportuniste. Toute créature qui s'approche du bord de l'eau peut devenir une proie. Ils peuvent jeûner pendant des mois, mais lorsque l'occasion se présente, l'attaque est rapide et ne laisse aucune seconde chance. La saison de reproduction du crocodile du Nil commence généralement à la fin de la saison des pluies. L'accouplement a lieu dans les eaux troubles, discrètement mais sélectivement. Seuls les mâles les plus robustes transmettent leur gènes. Lorsqu'elle porte des œufs, la femelle crocodile trouve une plage de sable, suffisamment éloignée du bord de l'eau pour éviter les inondations, mais suffisamment proche pour retourner rapidement à la rivière en cas de besoin. Elle creuse un trou profond, pond quelques dizaines d'œufs et les recouvre de sable. Pendant la période d'incubation, qui dure environ 3 mois, elle quitte rarement le nid,
prête à attaquer quiconque s'approche. Les petites créatures continuent d'affronter un monde hostile où seules quelques-unes ont la chance de survivre et de perpétuer le cycle de vie de ce prédateur suprême. Elles constituent le dernier maillon sous-marin, empêchant les populations d'autres espèces de devenir trop importantes. La Tanzanie continue de changer. Dans la savane, chaque aube ouvre de nouvelles histoires de survie. Là où les plus forts survivent non seulement grâce à leur force, mais aussi à leur ingéniosité, leur patience et leurs opportunités. Des champs arides aux eaux calmes, chaque créature contribue à la symphonie féroce et majestueuse de la nature. Et quand la nuit tombe, l'obscurité offre un refuge à de nouvelles chasses, de nouvelles évasions. Le cycle de la survie ne s'arrête jamais. Et si vous deviez choisir une compétence de survie, choisiriez-vous la force, la rapidité ou la patience ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez les histoires sauvages de la nature, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures.